OK, très bien, bah, bonjour à tous. Merci de me rejoindre là pour cette session sur l'intégration entre Power Apps, et Teams. Alors tout d'abord, bah, merci aux sponsors sans qui cet événement serait pas possible. On a eu beaucoup de sponsors qui se sont manifestés et c'est super cool de voir qu'il y a de l'intérêt, pour ces événements communautaires. Vous pouvez suivre, les 3 communautés qui ont, créé, organisé et qui supportent cet événement, donc Bizaps French Community, AMS et le Club Power BI. Alors dans cette session, on va parler de capacité d'intégration entre Teams et Power Apps. Quand je dis capacité d'intégration, en fait, on va voir comment Teams va pouvoir devenir le support, le point d'entrée pour vos applications métiers et donc on va aller chercher à intégrer visuellement nos applications, parfaitement dans nos clients Teams et puis on va voir comment est-ce que Teams peut devenir un des éléments, vraiment de conception autour de vos applications, par exemple en ayant des Teams qui se comportent différemment en fonction de canaux. Je vais donc commencer par me présenter, hein. Je suis Théophile, Chinine, je suis architecte Microsoft 365 et Power Platform pour la société Abalone. Mes centres d'expertise se tournent principalement autour de tout ce qui est collaboration, donc Teams, SharePoint et également autour de tout ce qui est, Power Platform, Power Apps et Power Automate. Aujourd'hui, je fais quasiment que du Power Apps et Power Automate dans ma semaine de travail. Ça va faire bientôt, 10 ans que je travaille sur les technologies Microsoft du collaboratif et sur les solutions low code aussi depuis quelques années. Je suis conférencier et organisateur de plusieurs, événements avec la communauté, AMS, et la communauté, la fraîchement, créée communauté, Bizaps French Community et vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'ai également un blog, sur lequel j'essaie de poster du contenu, autour de, Teams, Power Apps, Power Automate, de manière générale, du contenu assez technique, hein, des petits tips qui m'ont débloqué à certains moments et que je souhaite partager, bah, pour éventuellement débloquer d'autres personnes. Alors à l'agenda aujourd'hui, peu de choses. On va commencer par un rapide historique de, Ah, l ouais, juste, on voit pas ton partage d'écran, on te voit toi, mais on voit pas ton partage d'écran. une histoire de focus. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, je sais qu'on a eu le problème hier aussi. C'est bon, je pense que c'est un problème de focus. Du coup, si vous pouvez juste me mettre un petit pouce, OK, parfait. Du coup, on va repasser sur l'histoire entre, l'intégration de Power Apps et de Teams. Quelles ont été les grandes étapes, au cours, des dernières années? Ensuite, bah, on va être obligé de parler de Dataverse for Teams, le nouveau nom du projet Ogdel, du Common Data Service Lite ou whatever. Donc, ça c'est un incontournable, hein. La démo qui va suivre ne sera pas sur Dataverse, mais, on ne peut pas parler d'intégration entre Power Apps et Teams sans parler de Dataverse, donc on va en parler un petit peu. Et puis le gros de la session, plus de la moitié, ce sera une démo, ce sera que du live, hein. On va mettre les mains dedans. J'ai pas prévu de vidéo, donc, je vais vous montrer une application qui a été réalisée avec les différentes capacités d'intégration et puis on ira dans le designer, on ira un peu, démêler tout ça et voir comment ça se passe concrètement sous le capot. Alors, hop, donc l'histoire, Power Apps et Teams. Alors, l'histoire, elle a commencé donc au tout début où Teams est sorti, hein, c'était il y a plus de il y a plus de 3 ans. On avait déjà la capacité d'intégrer des Power Apps dans Teams via des onglets en fait, dans les canaux. Donc, dans nos canaux, on pouvait épingler en onglet, une Power Apps et l'utiliser dans un contexte, Teams d'une équipe. Donc ça, c'était la première brique d'intégration. Bon, bah, voilà, c'était simplement un iframe dans lequel on pouvait utiliser notre application, mais c'était un premier pas vers l'utilisation d'applications métiers dans l'outil de travail collaboratif de tous les jours, dans le modern workplace de Microsoft, dans Teams. Hem, Ensuite, ce qu'il y a eu, c'est qu'on a eu la capacité de prendre une Power Apps et de venir, l'épingler sur le bandeau de gauche, en fait, d'en faire ce qu'on appelle des Teams Personal Apps. Donc les onglets que vous avez, dans Teams sur votre barre de gauche, en fait, là où vous avez vos différentes applications Teams et en fait, on a pu donc déjà mettre nos applications là-dedans pour les rendre disponibles aux utilisateurs. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Croisé avec des Teams Apps, Policy, on pouvait les pousser par défaut sur nos utilisateurs. Donc le cas d'usage classique, hein, on a une application, je sais pas, peut-être d'onboarding ou une application heu
un catalogue d'applications internes à l'entreprise, ben, on va venir épingler cette application Power Apps sur le côté de nos clients Teams et nos utilisateurs, et ça va leur donner un accès rapide, puisqu'aujourd'hui, nos utilisateurs passent la plupart de leur temps dans Teams. Alors, ça a été accru avec les événements de cette année, mais ça commençait déjà à être le cas avant. Et donc, on leur donne un accès rapide à leurs applications métiers directement depuis le client Teams. Ensuite, ce qu'il y a eu, c'était le fait de pouvoir partager une application avec une équipe Teams. En fait, une application, quand vous la créez, une application Power Apps, vous devez la partager avec les utilisateurs. Et en fait, on pouvait la partager avec des groupes de sécurité, on pouvait la partager avec des individus, mais on ne pouvait pas les partager avec des office groups. Et ça, c'est super embêtant parce que, imaginons qu'on ait une équipe, je vais prendre mon cas d'usage de tout à l'heure, une équipe d'avant-vente qui va partager une application pour gérer ses leads. Si on doit gérer doublement les mouvements de collaborateurs dans l'équipe, une fois dans Teams et une fois dans l'application, ça devient chronophage. Donc Microsoft a donné une petite astuce en fait dans la configuration de l'Office Group qui supporte l'équipe Teams, en fait d'activer un flag qui s'appelle Security Enabled et qui permet, une fois ce flag activé, de partager une ou des applications avec cette équipe-là. Du coup, vos mouvements collaborateurs, vous les gérez que dans un endroit et Teams devient vraiment le référentiel des membres de l'équipe et le référentiel des personnes qui doivent utiliser et qui peuvent utiliser l'application. Donc ça, c'est super important. Aujourd'hui, c'est toujours malheureusement un paramètre à activer en PowerShell. Donc, il faudra passer par les départements IT ou il faudra passer par un compte qui a le droit de modifier ce paramètre au niveau de l'Office Group. Et la plupart du temps, c'est des administrateurs techniques d'Azure Active Directory. Ensuite, le gros événement en fait, qui m'a commencé à faire cette session, c'était, je dirais, au mois d'avril l'année dernière, au moment de la grande conférence Microsoft. Je ne m'en rappelle plus le nom, c'est MBAS le raccourci. Et là, ils ont dévoilé les variables de contexte. Et là, les variables de contexte, ça change foncièrement la donne. Pourquoi? Parce que vos applications Teams qui sont vos applications Power Apps, pardon, qui sont intégrées dans Teams, elles deviennent conscientes de leur environnement. Elles deviennent conscientes du client Teams dans lequel elles sont. Est-ce qu'on est en web ou est-ce qu'on est en client lourd? Elles deviennent conscientes du thème, par exemple, qui est utilisé. Est-ce qu'on est dans un thème noir? Est-ce qu'on est dans un thème standard ou pas? Elles deviennent conscientes de la langue, de configuration du client Teams. Et donc là, vous voyez tout de suite le lien avec une grande entreprise qui a des salariés partout dans le monde qui parlent différentes langues. Chacun va configurer son client Teams pour avoir sa langue préférée. On peut adapter du coup nos applications à cette langue choisie dans le client Teams. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et dans les variables de contexte, il y a d'autres choses. Il y a le fait d'être conscient de l'équipe dans laquelle on est et du canal dans lequel on est. Donc il n'y a pas que des aspects cosmétiques, il y a aussi des aspects de savoir où l'application est utilisée dans Teams. Et donc là, je vous montrerai sur le scénario qui va suivre comment est-ce qu'on peut se servir de ça comme conception en fait de notre application. C'est-à-dire peut-être que mon application, je vais vouloir qu'elle se comporte différemment en fonction du canal dans lequel elle est utilisée. Et au même moment, ils ont sorti le fait d'avoir tout ce qui est Personal Apps, donc les applications qui sont épinglées sur la gauche de votre client Teams, donc toutes les Power Apps épinglées de cette façon-là, également accessibles en client mobile. Et donc là, ça prend tout son sens. Nos first line workers qui travaillent majoritairement sur téléphone retrouvent également leurs applications métiers directement sur téléphone et tout s'exécute dans un contexte Teams sans, entre guillemets, vraiment jamais en sortir, ce qui est ce qu'on cherche un peu à atteindre en termes de collaboration et de modern workplace. Donc ça, c'était vraiment la grande avancée qu'il y a eu du coup au printemps, au début du printemps cette année. Ensuite, il y a eu alors Dataverse for Teams qui est devenu generally available, donc qui aujourd'hui n'est plus en preview. Donc ça a été annoncé la semaine dernière. Et Dataverse for Teams, c'est un grand changement dans l'histoire de Power Apps. C'est une nouvelle façon de créer des apps. C'est aussi pour ceux qui s'y intéressent, c'est un nouveau modèle de licensing qui peut être intéressant parce qu'il va nous permettre d'utiliser une source de données qui est plus robuste que ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser quand on était dans un univers purement Office 365 sans licence Dynamics et sans licence Premium Power Platform. Là, on va avoir accès à ce qu'on appelait le Common Data Service qui aujourd'hui s'appelle Dataverse, inclus dans nos licences Teams. Et je ferai un laïus particulier sur Dataverse for Teams d'ici quelques instants. Et la suite de la roadmap,
c'est clairement ces applications créées purement dans Teams, pour Teams, avec Dataverse for Teams. Une belle histoire arrive. Hein. Je n'ai pas forcément beaucoup de détails à donner, mais on sent clairement l'investissement de la part de Microsoft, rien que au niveau des nouveaux slides, par exemple, enfin, des nouveaux écrans qui sont sortis pour gérer plus facilement le responsive. C'est vrai que nos applications qui sont utilisées dans Teams en mobile, si elles ne sont pas responsives, elles ne seront pas utilisables quasiment. Donc Microsoft, on voit qu'ils font des efforts dans ce sens-là, et donc on sait que l'histoire de Power Apps dans Teams n'est qu'au début et qu'on a de belles choses à venir. Donc ça, c'est un petit screenshot qui date du printemps sur l'application Crisis Communication qu'a fait Microsoft pour la crise Covid, le premier confinement, où on voit concrètement une application épinglée à gauche, une application Power Apps épinglée à gauche dans les clients desktop des collaborateurs. Et on voit que cette application se retrouve également en client mobile et donc utilisable sur le client mobile. Et on voit qu'il y a eu un effort qui a été fait au niveau de la responsivité, en fait, du fait que l'application est capable de s'adapter au device dans lequel elle est utilisée en termes de largeur et de hauteur, et donc d'adapter son display de façon à être parfaitement utilisable. Le petit laïus sur Dataverse for Teams, qui est important, justement en prévision de cette roadmap, en prévision de ce qui va arriver après. Il va être assez important de comprendre les principes de Dataverse for Teams. Et pour comprendre ces principes, il faut comprendre ce que c'est que Dataverse, il faut comprendre ce que c'est que ce qu'on appelait le Common Data Service. Le Common Data Service, c'est une source de données, c'est une data platform de Microsoft qui s'appuie sur de l'Azure SQL et sur de l'Azure Blob Storage, donc qui est capable de stocker des tables dans SQL, des tables texte, nombre, date, etc. Et également des images dans l'Azure Blob Storage. Et c'est plus que ça. C'est un modèle de sécurité qui va avec, ce sont des règles de gestion, des règles de workflow qui vont sur chacun des champs de chacune des entités, c'est les entités qu'on appelle maintenant tables d'ailleurs, et c'est une gestion de cycle de vie des applications aussi avec du déploiement, du redéploiement de l'Azure DevOps qu'on peut éventuellement brancher dessus, de la gestion de solutions et de la gestion de cycle de vie des applications et de la partie base de données. Donc, le Common Data Service, qui s'appelle aujourd'hui Dataverse, c'est la source de données de Dynamics 365. On va retrouver dans le Dataverse ce qu'on appelle le Common Data Model, qui sont les tables prédéfinies par tout ce qui touche à Dynamics. Donc, par exemple, la table contact, la table client, enfin société, account, font partie du Common Data Model. Ce sont des tables qui vous sont préfournies avec votre base de données Dataverse. En plus de ces tables prédéfinies, vous avez la possibilité de créer, donc là j'ai mis des entités, mais c'est une faute de ma part, maintenant on appelle ça des tables, depuis aussi la semaine dernière. Vous avez la possibilité de créer des tables personnalisées pour créer vos applications du coup à vous. Et là, vous avez complètement la main sur les colonnes que vous mettez dedans. Vous pouvez faire des liaisons. Contrairement à SharePoint, Dataverse est une véritable base de données relationnelle. Vous pouvez vraiment créer des vues qui vont appeler les différentes jonctions que vous avez entre vos tables. Vous pouvez faire des relations one-to-one, one-to-many, many-to-one, etc. Par-dessus ça, vous avez votre modèle de sécurité enrichi qui est vraiment, encore une fois, un gros avantage quand on fait des applications à l'échelle de l'entreprise. Vous avez la possibilité de donner accès à certains éléments que pour certains groupes de travail. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du field level security, c'est-à-dire empêcher certaines personnes en fonction d'un statut, en fonction de l'appartenance à une équipe, de modifier un champ spécifique d'une entité. Donc ça, c'est des choses qui sont très compliquées à faire avec SharePoint et qui sont faisables avec Dataverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette base de données Dataverse, c'est le socle, c'est la souche de la Power Platform. C'est là-dedans que seront stockés vos flows, c'est là-dedans que seront stockées vos approbations dans Flow, etc., etc. Et en fait, tout cet ensemble, ça va former ce qu'on appelle un environnement. Donc, vous avez dans votre environnement une base de données Dataverse, vous avez plusieurs applications, plusieurs flux Power Automate qui sont attachés à votre environnement Dataverse. Vous avez votre modèle de sécurité qui est attaché à cet environnement, etc. Maintenant, si on prend un peu cette notion d'un point de vue purement Office 365, Microsoft 365,
sans premium, purement standard, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, vous avez par défaut, quand vous avez votre tenant Office 365, un environnement Dataverse qui est l'environnement par défaut. Ceux qui font de la Power Platform le savent. En haut à droite de vos portails Power Apps, Power Automate, vous retrouvez la sélection de l'environnement et souvent vous en avez qu'un, qui est le nom de votre entreprise, entre parenthèses default. Et en fait, c'est ça, un environnement Common Data Service. Vous avez accès à un environnement Common Data Service qui est celui par défaut. Et toutes les applications, tous les flux que vous faites dans cet environnement, ils sont stockés uniquement dans cet environnement Common Data Service qui est celui par défaut. Je vois une question, je vais répondre tout de suite. À partir de quel plan? Ce sont tous les plans Office 365 où vous avez une licence Power Apps et Power Automate for Office 365. Qu'est-ce qu'apporte Dataverse for Teams? Ce qu'apporte Dataverse for Teams, c'est que à chaque équipe que vous créez, équipe Teams, vous avez la possibilité d'avoir un autre environnement Dataverse qui n'est pas celui par défaut, donc avec des applications qui sont cloisonnées par rapport à l'environnement par défaut, avec une base de données Dataverse qui est cloisonnée par rapport à celle de l'environnement par défaut. Et en fait, vous avez la possibilité dans chacune des équipes que vous créez de créer cet environnement et de créer des applications qui vont utiliser ce Dataverse for Teams, donc cette base de données au sein de l'équipe Teams. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que ça n'a pas de surcoût en termes de licence. C'est-à-dire que les licences Teams vous donnent le droit d'utiliser Power Apps et Power Automate dans Dataverse for Teams. Il y a bien sûr des limitations. La première limitation à comprendre, c'est que vous n'avez que 2 Go de stockage et que en fait, sur les 2 Go, vous en avez quasiment un qui est déjà pris par le Common Data Model, qui n'est pas encore implémenté, mais qui va l'être. Vous ne pouvez donc stocker qu'à peu près 1 million d'enregistrements, 1 million de lignes, dans ces bases de données Dataverse for Teams. Donc ça, c'est la première limitation. La deuxième, elle est vraiment relative au modèle de sécurité. Tout à l'heure, je vous parlais du modèle de sécurité riche qu'offrait le Dataverse. Dans Teams, il va être beaucoup plus light. C'est-à-dire qu'il va être basé directement sur les rôles des personnes qui sont dans votre équipe Teams. Donc les owners, les members et les guests. Et ça, c'est un gros avantage. C'est que vous allez pouvoir faire interagir vos guests, même s'ils n'ont pas de licence Office 365, avec Dataverse for Teams. Ensuite, ça, c'est pas encore effectif, mais vous allez avoir la gestion de solutions. Donc, vous allez pouvoir exporter vos solutions et les réimporter d'un environnement Dataverse à une autre, mais ça, c'est pas encore actif. Et en termes de workflow, vous pourrez faire du Power Automate. Vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités riches de Dataverse en termes de business process flow, par exemple, ou en termes de rules métiers que vous pouvez mettre dans un Dataverse, comme par exemple, ce champ est obligatoire à partir d'une certaine valeur sur un autre champ, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avenir de Power Apps dans Teams. Vous avez beaucoup de sessions sur cet événement qui parlent plus en détail de Dataverse for Teams. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus. On va passer maintenant à la démo. Et comme promis, je vais quitter le support PowerPoint pour directement vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire en termes d'intégration. Alors mon scénario, il est entre guillemets très simple. J'ai une équipe d'avant-vente qui doit gérer des leads. Mon équipe d'avant-vente, elle est composée de plusieurs personnes. Elle a son canal, son équipe Teams. Ils peuvent discuter donc dans l'équipe Teams, ils ont différents canaux, etc. Et ensuite, en termes d'organisation de l'information, ils se sont dit, on va créer un canal par client de façon à centraliser nos échanges qui concernent ce client. Comme ça, si moi je suis un ingénieur avant-vente, je ne travaille pas sur ce client, je masque ce canal et puis je m'intéresse, je me concentre, je configure mes notifications que sur les canaux qui me concernent directement. Super. Maintenant, ce qu'on leur a mis à disposition, c'est une application qui s'appelle Leads Management et qui s'intègre dans Teams et qui est intégrable du coup sur le côté, donc qui leur est pingé par des Teams Apps Policies. Si tu appartiens à tel département, je t'épingle cette application-là. Donc là, c'est une application Power Apps. La source de données, c'est du SharePoint, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du Dataverse for Teams. Mais ils vont pouvoir y retrouver l'ensemble de leurs leads
Et ils vont pouvoir avoir toutes les fonctionnalités qu'offre Power Apps en termes de manipulation de données, c'est-à-dire des filtres par statut. Ils vont pouvoir voir les leads qui leur sont affectés ou tous les leads. Ils vont pouvoir montrer des archives. Ils vont pouvoir faire de la recherche par société, etc., etc. Et puis, ils ont un formulaire pour créer un nouveau lead. Donc ça, c'est super. Ils ont ça. Maintenant, s'ils ont ça sur mobile, l'écran va directement se restreindre en termes de largeur. Et là, on voit qu'il y a eu un effort particulier qui a été fait en termes d'ergonomie qui rend cette application complètement utilisable sur téléphone. C'est-à-dire que je n'ai plus 2 colonnes pour afficher mes leads, je n'en ai plus qu'une. Ma barre de recherche passe à gauche et au-dessus de la barre de filtre. Donc là, on voit qu'on a un effort ergonomique qui a été fait et qui rend cette application utilisable directement sur mobile. Quand je suis en mobilité, je suis un ingénieur à revente, je suis allé voir un client, je vais changer le statut d'un de mes leads, hop, je peux le faire sur mon téléphone. Très bien, donc ça c'est entre guillemets un peu du classique Power Apps, hein. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour chacun de leurs leads ici, dans leur équipe Teams, peut-être zoomer un petit peu, j'ai tendance à dézoomer mon Teams, hop, ils ont un canal par client. Et si je prends le client à Ballon, il a son propre onglet Leads Management qui est un onglet Power Apps. Et là, on voit que en fait, j'ai une application, j'ai l'impression que c'est une autre application parce que elle se focus que sur les leads d'Abalon. Si je vais sur Contoso, c'est la même chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, en fait, j'ai une seule application que j'intègre partout, simplement en faisant plus, onglet, Power Apps, et je mets mon application. Et en fait, j'ai même pas besoin de la configurer parce que mon application, elle est consciente qu'elle est dans le channel Contoso. Et donc, elle vient m'afficher uniquement les leads du channel Contoso. Donc ça, c'est la partie utiliser Teams comme un support, on va dire, de vos applications et permettez à vos applications de se comporter différemment. Donc ça, c'est la partie, on va dire, intérêt en termes de gestion de données. Si je reviens sur cette application-là, il y a autre chose. Donc là, vous voyez que je suis en thème standard de Teams. Si je bascule sur un thème sombre et que je recharge mon application, vous allez voir que mon application, elle s'adapte complètement. Et donc ça, en termes d'ergonomie, en termes de visuel pour mes collaborateurs, s'ils choisissent un thème sombre, c'est qu'entre guillemets, il y a une raison et je fais partie de ces gens-là, je préfère l'utiliser dans un thème sombre. Bah, je suis content que mon application s'adapte au thème sombre et on voit qu'elle s'adapte parfaitement. C'est exactement les mêmes couleurs que le thème sombre de Teams. Là, pour la démo, je vais repasser en standard. Et donc là, en fait, on voit que le thème s'adapte complètement. Le troisième truc qui est super sympa avec ces variables de contexte, c'est qu'on est, capable de récupérer un ID spécifique, un contexte ID, pour faire ce qu'on appelle du deep linking. Donc, si là je viens et que je rajoute un lead pour la société Contoso, nouveau lead PPFS 2020, je vais me spécifier comme étant le référent et puis je vais mettre Carlo comme étant le contact. Je vais créer ce lead. Donc super, mon lead est créé, je vais le retrouver comme il m'a été affecté, je le retrouve dans My Lead directement et je le vois ici. Et en fait, j'ai un flux pour Automate qui va se déclencher, dans quelques instants, une fois que le trigger sera passé. Et en fait, ce flux va m'envoyer une adaptive card. Et cette adaptive card, elle va me permettre de faire ce qu'on appelle un deep link, c'est-à-dire qu'elle va me permettre de récupérer l'ID de l'élément qui vient juste d'être créé. Elle va le passer dans l'URL ici, et en fait, elle va me permettre d'ouvrir mon application directement sur cet élément-là. Donc là, vous voyez, je reçois une nouvelle notification. Compagnie Contoso, New Lead PPFS 2020, référent Théophile Chini. Ici, j'aurais tout à fait pu mettre une mention pour avoir une notification. Et quand je clique sur See Details, je suis redirigé vers mon application personnelle dans Teams et je me retrouve directement sur le lead qui vient d'être créé. Donc ça me permet de faire vraiment du deep linking.
Donc ça, ce sont un peu les possibilités que vous avez avec ces nouvelles variables de contexte. Alors, assez pour le discours un peu commercial démonstration. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et d'aller regarder comment ça se passe au niveau de l'application. Alors, on ouvre le Designer Power Apps, on va rentrer directement dedans. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Le plus important pour moi ici, ça va être d'ouvrir le App on Start, donc la règle qui se déclenche à l'ouverture de l'application. Et donc, on va aller voir comment est-ce que je récupère toutes ces variables. Donc là, je vais définir. Donc là, je définis une variable que moi j'appelle Glo pour variable globale, App Settings, pour dire que ce sont les settings de mon application. Et mon App Settings, elle est composée de 5 valeurs, on va dire. Une valeur qui est la couleur de fond de l'application, une valeur qui est la couleur des zones dans l'application, une valeur qui est la couleur du texte, la langue du client Teams, donc la langue d'utilisation de mon application, et la couleur violette de Teams, histoire de faire des rappels un peu partout. Comment définir ma couleur de fond? Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré. Une fois elle est grise, si je suis un thème standard. Une fois elle est proche du noir, si je suis dans un thème dark. En fait, je vais utiliser les paramètres HTTP qui sont passés à mon application lorsqu'elle est appelée dans Teams. Donc en fait, il y a un paramètre qui s'appelle thème qui est passé et qui comprend la valeur dark, contraste ou default. Et en fonction de la valeur de ce paramètre thème, si c'est noir, alors ma couleur de fond sera celle-ci. Si c'est contraste, alors ma couleur de fond sera celle-ci. Et si c'est standard, donc la couleur de Teams par défaut, la couleur de fond sera celle-ci. J'ai fait exactement la même chose pour l'app color. Je fais exactement la même chose pour le texte. Bon, pour le texte, c'est un peu plus évident. Vous voyez, si mon thème est dark, j'écris en blanc. Si mon thème est contraste, donc c'est vraiment noir profond, j'écris en blanc. Et dans le reste des cas, j'écris en noir. Pour récupérer la langue, c'est le paramètre local. Et ensuite, je vais créer une deuxième variable que je vais appeler Teams Context, dans lequel je vais récupérer l'ID du groupe, l'ID du channel. Je peux également récupérer le rôle de l'utilisateur, et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que si mon utilisateur est administrateur de mon équipe Teams, alors je peux lui afficher des boutons particuliers. Par exemple, un bouton configuration, un peu de back-office qui va lui permettre de configurer des choses en plus que les membres. Donc ça, c'est un paramètre qui est super intéressant aussi. Et le Sub-Entity ID qui est donc justement cet ID qu'on va être capable de passer dans des liens, donc des deep links, comme le lien de l'élément qu'on a créé juste avant. Une fois que j'ai tout ça, pour faire en sorte que mon application se comporte différemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, par exemple, le channel ID. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Pour savoir si mon channel ID correspond à un channel ID que j'aurais associé à un client, je vais récupérer le channel ID et je vais regarder ici. Je vais filtrer mes sociétés, ma table de société, où le channel ID est égal au channel ID qui a été récupéré dans les paramètres qui sont passés à mon application. Et si je trouve, donc si la réponse à mon lookup n'est pas vide, donc si j'ai bien une ligne qui m'est remontée, ça veut dire, ah, là je vois que tu as exécuté ton application dans le contexte, dans le channel Contoso. Donc du coup, je sais que tu veux regarder uniquement les leads de Contoso. Du coup, dans la variable Glow Current Company, je vais stocker le fait que c'est à Contoso qu'on s'intéresse. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si cette société n'est pas vide, donc si j'ai bien trouvé la référence entre le channel et ton si j'ai bien récupéré la référence entre le channel et ton client, je vais te rediriger vers l'écran qui s'appelle Screen Company Leads. Et là, si je vais dans Screen Company Leads, vous allez retrouver la tête de l'application lorsqu'elle est exécutée dans un contexte d'un client en particulier. Au niveau de l'application, si je reviens ici, vous voyez que je fais exactement la même chose avec
le subentity ID. Donc, si le subentity ID m'est passé, je vais récupérer le lead qui est l'ID qui correspond à ce subentity ID. C'est exactement ce qu'a fait mon flow quand il m'a mis le bouton voir le détail. Quand je clique dessus, il passe le subentity ID égale l'ID de l'élément qui vient d'être rajouté dans la table lead. Et donc, à l'ouverture de mon application, je suis capable de savoir si oui ou non on m'a envoyé un subentity ID. Et si oui, est-ce qu'il correspond à un lead? Et si oui, je le stocke dans cette variable. Et donc, du coup, je vais rediriger vers l'écran ViewLead, qui est juste ici, en fait. Et puis, je vais être capable d'afficher les informations du lead qui vient d'être créé. Donc ça, c'est le passage, on va dire, de paramètres. Comment est-ce qu'on fait dans une Power Apps? Je vais dire maintenant une Power Apps classique à une Power Apps hors Dataverse dans Teams. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer des paramètres? Les paramètres sont passés via des paramètres dans l'URL qui est inclus dans votre onglet Teams ou dans votre application Teams sur le côté. Et en fait, l'application avec la fonction param, elle est capable de récupérer tout un tas de paramètres. Et vous avez juste à regarder Power Apps Teams Context Variables sur Google et vous trouvez la liste de tous les paramètres qui sont disponibles. Et là, vous les avez à peu près tous. Donc ça, c'est la façon de faire pour faire en sorte que notre application se comporte différemment en fonction d'un canal ou d'un autre, ou en fonction de si elle n'est pas dans un canal, par exemple. Comment est-ce que ça se passe dans Dataverse for Teams? Ils ont amélioré les choses, bien sûr. J'ai plus besoin d'appeler cette fonction param. En fait, j'ai directement ici, dans ma tree view, en fait, j'ai directement une sorte de référence à Teams. Étant donné que les applications Dataverse for Teams ne s'exécutent que dans un contexte Teams, le designer Power Apps nous permet de récupérer directement certaines valeurs. Et donc là, vous allez voir qu'en simplement en référençant ce composant Teams ici, je vais être capable de récupérer des infos. Si je fais Teams, et là, il va me proposer tout ce qui est disponible. This Team, pour récupérer l'ID de l'équipe Teams, This Channel, thème, qui va me permettre de récupérer la valeur du thème, le nom du thème, donc là je suis un thème par défaut. Je vais être capable de récupérer le contexte entity ID, qui est exactement la même chose que ce dont je vous parlais avant sur le sub entity ID. Je vais être capable de savoir si je suis en full screen ou non, et peut-être éventuellement d'adapter le comportement de mon application. Et je vais être capable de récupérer des informations qui concernent l'équipe, le display name, le group ID, ou des informations qui concernent le channel. Est-ce qu'on est dans un channel privé ou pas, donc avec le kind, et d'autres informations ici. Donc en fait, dans Dataverse for Teams, toute cette liaison et tout ce passage de variables de contexte est largement, très largement amélioré. L'autre chose qui est important de considérer, c'est la responsivité. Je vous en ai parlé. C'est le fait que quand votre application va être utilisée en mobile, il va falloir qu'elle se comporte différemment visuellement en termes de layout. Et là, Microsoft a sorti, c'est tout récent, des nouveaux types d'écrans que vous pouvez retrouver. Tac, tac, tac. Insert. Où est-ce que je suis? J'en profite juste pour te dire, Théophile, qu'il reste 10 minutes à la session. Ouais, ça marche. Je retrouve plus mon bouton pour les nouveaux écrans. C'est embêtant. C'est peut-être parce que je suis dans le designer web. Mais en fait, au moment où vous ajoutez un nouvel écran, vous avez la possibilité de choisir. Un modèle de responsivité. Donc, si je suis là, vous voyez que j'ai choisi en fait un modèle avec des containers. Et en fait, les deux containers que vous voyez là, ils vont se redisposer automatiquement en fonction de la taille de l'écran. Ouais, je l'ai dans l'insert. Je vais pas passer dessus parce qu'il me reste pas énormément de temps. Donc ça, c'est la nouvelle façon de faire du responsive. Vous l'avez aussi dans le designer ici, dans le designer classique de Power Apps. Vous avez la possibilité d'avoir des nouveaux types d'écran en fait qui améliorent l'expérience de responsivité.
Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre. Et comment est-ce qu'on faisait avant qu'on ait ces nouveaux types d'écran? Je vais prendre le cas de ma galerie qui est ici et c'est très simple. En fait, on a une information qui est donnée à nos applications qui s'appelle le parent.size, donc qui est au niveau du screen. Et en fait, le parent.size, donc la taille de l'écran, elle est définie selon 4 catégories, de 1 à 4. Elles nous permettent de savoir si mon écran est large ou pas. Donc 4, ça va être un écran de PC. 3, ça va être, un écran de tablette horizontale. 2, ça va être un écran de téléphone horizontal. Et 1, ça va être un écran de téléphone vertical. Et donc, en fonction de ce paramètre-là, je vais être capable de dire, bah, ma galerie, je veux qu'elle ait soit 2 colonnes, soit une colonne. C'est pour ça que, au moment où je resize la taille de mon écran, en fait, ici, ma galerie, elle passe de 2 colonnes, comme vous voyez ici, à une seule colonne. Parce que là, je suis passé sur une size screen qui était inférieure à 2. Pour activer en fait le fait que la taille de l'écran se réajuste en fonction de son conteneur, il faut activer un petit paramètre qui se retrouve dans les settings, dans les tailles d'écran, et il faut désactiver le scale to fit. Une fois que ça s'est désactivé, votre application, votre écran se resize en fonction de son conteneur. Donc ça, c'est important parce qu'il est coché par défaut. Voilà pour cette démo. Je vais re-switcher rapidement sur le slideshow avant de répondre à vos questions. Au niveau de la conclusion, vous avez tout intérêt à construire des applications responsives. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas montré, je vais le remontrer parce que c'est super intéressant. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En tant qu'utilisateur, j'ai la possibilité dans mes apps et de regarder les apps qui sont construites pour mon entreprise et d'ajouter moi-même en application personnelle sur le côté toutes les applications qui me sont partagées. Donc, en fait, j'ai même plus besoin que mon IT me pousse l'application pour qu'elle soit utilisable. Mais moi, je peux dire, ah bah cette application m'intéresse, je vais la mettre directement sur le côté. Donc, j'ai juste à cliquer sur l'application, à l'ajouter. Et puis là, elle se retrouve du coup dans mes applications à moi. Et donc là, vous voyez que j'ai la capacité de récupérer cette application ici. Donc, si vos utilisateurs font ça, ils vont directement se retrouver avec leur application sur leur client mobile et ils vont se dire: «Bah, super, mon IT, ils ont pensé à tout. Je vais l'utiliser sur mon client mobile». Sauf que si votre application elle est pas responsive, ils vont avoir une expérience qui est largement dégradée et ça va vraiment les réfréner dans l'utilisation de vos applications. Donc dès l'instant où vous envisagez d'avoir des applications qui s'ajoutent dans Teams, essayez de penser à ce modèle responsive parce que c'est assez important en termes d'adoption. Pour l'appliquer, vous devez désactiver le paramètre, j'ai mis activer, mais en fait c'est plutôt l'inverse, c'est désactiver le paramètre scale to fit. Et la meilleure façon de faire des applications responsives, et c'est ce que fait Microsoft dans ses modèles par défaut, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle les conteneurs. Et les conteneurs, en fait, ce sont, comme leur nom l'indique, hein, c'est vraiment c'est comme des groupes, on va dire, dans Power Apps, sauf que c'est bien plus puissant qu'un groupe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce groupe-là, tous les placements sont dynamiques et le X et le Y repartent à 0 à l'intérieur du groupe. Et du coup, vous pouvez réorganiser vos conteneurs comme vous voulez sans impacter ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est super intéressant. Et puis, bien sûr, hein, les bonnes pratiques déjà en termes de Power Apps poussent à faire du contenu dynamique, du positionnement dynamique, pardon. Et donc à positionner vos éléments suivant le X ou le Y, plus la taille, largeur ou hauteur d'un autre élément. Quand on fait des applications responsives, c'est encore plus important. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser des variables pour stocker le contexte de Teams. Ça vous évitera d'appeler à chaque fois la fonction param, comme je vous l'ai montré. Et cette intégration de Power Apps dans Teams, elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes parce que vous avez plein de connecteurs natifs dans la Power Platform qui vous permettent de faire des choses dans Teams. Je pense notamment au connecteur Teams lui-même, donc de poster des messages par exemple, de répondre à des messages, etc. Je pense aussi au connecteur Planner qui vont vous permettre depuis une application, je ne sais pas, là par exemple depuis mon application d'avant-vente, pouvoir dire je vais à chaque fois qu'il y a un nouveau lead, proposer dans mon formulaire d'ajouter une tâche au référent. Et donc là, on va pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de Planner dans nos applications. Et enfin, et c'est vraiment le mot de la fin sur lequel je veux rester, c'est cette roadmap favorable qui arrive, l'intégration, enfin voilà, les business apps de manière générale, que ce soit Dynamics, que ce soit du Power Apps, que ce soit du Model Driven Apps aussi qui arrive dans Teams, vont vraiment venir s'intégrer dans votre Modern Workplace. Et aujourd'hui, Teams est votre point d'entrée sur votre Modern Workplace en termes de documents, de conversations, de meetings, de tâches.
Et demain, on viendra intégrer toutes les applications métiers dans Teams directement pour faciliter l'accès et pour permettre aux personnes de se sentir dans un univers, un écosystème complètement intégré. Et c'est là que ça a de la valeur, en fait. Et donc, ces Power Apps dans Teams, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à aller là-dedans tout de suite, mais commencer à y penser sur des nouveaux sujets. Moi, j'essaie de les amener un petit peu à, mais regardez, si on utilise Teams comme point d'entrée, c'est super. On envoie des adaptive cards avec Flow, ça notifie les gens dans Teams, ça les redirige dans l'application. Les gens ne quittent plus leur client Teams et en fait, ça va améliorer grandement la collaboration de vos utilisateurs autour des données métiers qui seront traitées dans des applications métiers dans Teams. Voilà, pour moi, merci beaucoup pour votre attention. Je vais prendre, si j'ai le temps, je crois que j'ai 3 minutes. Je vais regarder un peu les questions. Si on remonte tout en haut des questions, ça peut durer. Une personne, Mehdi, demande s'il faut des licences spécifiques pour Power Apps dans Teams. Alors, la licence Dataverse for Teams, l'utilisation, elle vient avec la licence Teams. Donc, dès l'instant où vous avez accès à des licences Teams, vous pouvez commencer à créer des applications dans Dataverse for Teams sans surcoût supplémentaire. Donc ça, c'est avéré. Après, vous avez des limitations sur Dataverse for Teams et quand vous vous heurtez une limitation, il faudra passer au stade d'après. Donc là, du coup, convertir Dataverse for Teams en Dataverse tout court et là, ce sera payant. Adrien demande si tous les paramètres que tu as cités, c'est possible également de le faire avec une Power Apps qui est basée sur des listes SharePoint. Alors, une Power Apps basée sur des listes SharePoint, bien sûr, parce que là, vous voyez, mon application n'utilise que des listes SharePoint. Par contre, si la question, c'est plutôt une Power Apps intégrée dans SharePoint, dans un web part, en fait, non. Vous ne pouvez pas récupérer, imaginons que vous ayez une page SharePoint dans laquelle vous utilisez le web part Power Apps et vous voulez mettre des paramètres pour savoir sur quelle page vous êtes, etc. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Après, paramètres de liste SharePoint, enfin, pour une liste SharePoint. Il vient de répondre oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Vous m'entendez ? Ouais. Ouais. Salut Théophile. Alors, en fait, c'était la question de savoir si lorsque tu customises un formulaire SharePoint avec Power Apps et que tu affiches le Power Apps et que tu intègres cette liste dans un onglet Teams et que tu affiches donc tu cliques sur l'item et que le Power Apps s'affiche dans Teams, est-ce que tu peux récupérer ces informations-là ou pas ? Alors, j'ai jamais testé, mais à mon avis, non. Pourquoi ? Parce que l'onglet qui est utilisé dans Teams, quand vous faites une Microsoft List intégrée dans Teams, c'est un onglet purement SharePoint. Et donc, ce n'est pas l'onglet Power Apps. Et donc, tous ces paramètres ne sont pas envoyés. Okay. Autre question, j'en profite. Est-ce que tu as une astuce pour transformer une Power Apps de liste en application Power Apps ? Bonne question. Excellente question. Je n'ai pas d'astuce. Je dirais un bon copier-coller. Un bon copier-coller, du rebranchement, c'est un travail qui est de fond assez important. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de façon de convertir, on va dire, simplement. Il faudrait que tu poses la question à Emmanuel Galis dans le Ask the Expert. Il a beaucoup bossé avec les formulaires Power Apps dans SharePoint, donc il pourra peut-être répondre de manière plus effective que moi. Et en même temps, Adrien demandait, est-ce que le responsive, c'est que pour Power Apps dans Teams ou est-ce que ça peut être pour du Power Apps classique ? Ça peut être pour du Power Apps classique sans aucun problème, avec du placement dynamique, avec l'utilisation des conteneurs. Et vous avez aussi les nouveaux écrans, les nouveaux types d'écrans avec du responsive intégré qui sont disponibles dans Power Apps, entre guillemets Power Apps classique. Voilà. Je crois que j'ai passé toutes les questions. Je refais un tour. Il y a une question de Azem. Pour Teams Dataverse, c'est un environnement par utilisateur. Pour un environnement Teams par groupe Office 365. Que faire si on excède la limite des 500 environnements gérés ? Doit-on faire un processus de provisioning d'environnement par demande ? Excellente question. C'est vrai que vous avez une limitation à 500 environnements Dataverse. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de façon de centraliser la gestion de ces environnements-là. Moi, ce que je vous encourage, c'est à mettre en place déjà du COE, du Center of Excellence, pour monitorer la création de ces environnements-là, éventuellement contacter les propriétaires derrière pour voir s'ils en ont vraiment besoin. Oui, Samy, vous pouvez prendre la parole, allez-y, pour poser la question. Oui, du coup, j'ai une question sur les applications Power App. J'ai déjà créé des applications dans le Power App normal.
D'accord. Et aussi dans le Power App Teams. Oui. Du coup, dans le portail Power App basique, on retrouve le Power App Team et le Power App normal. Comment il fait pour différencier les deux, en fait? Parce que j'ai déjà réussi à épingler des applications créées dans le Power Portail Oui. sur Teams. Sur Teams. Ouais, ça, c'est pas un souci, en fait. Dataverse for Teams, c'est nouveau. C'est juste une nouvelle source de données pour vos applications. Et, du coup, il n'y a pas de différence. En réalité, c'est des applications Power Apps qui se partagent les mêmes paramètres, etc. Juste la différence, c'est les licences, en fait. Un petit peu, oui, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de licence Power Apps pour Office 365 pour faire du Power Apps dans Teams. Vous avez simplement besoin d'une licence Teams. Et par contre, comme je vous le dis, il n'y a pas de surcoût à l'utiliser Dataverse for Teams. Donc, il n'y a même pas la différence majeure, elle va se retrouver dans le designer même, parce que le designer a changé dans Dataverse for Teams. Vous n'avez plus les mêmes contrôles, vous avez les contrôles qu'on appelle Fluent UI. Donc, il y a des choses qui sont encore en construction, j'ai l'impression. Donc, c'est juste dans la création, on passe du coup par un autre point d'accès. Oui. Et du coup, moi, je peux créer, et vu que je crée, ça crée directement dans des équipes. Oui. Et donc, moi, je peux être juste propriétaire et le reste peut le lire sans avoir du tout de licence. Mais Exactement. C'est le futur, ça, c'est trop bien. C'est le futur. C'est le futur. C'est totalement ce qui nous manque actuellement, en fait. Je suis content que vous disiez ça, parce que c'était un peu le point que je voulais accentuer. C'est que vraiment, il y a une vraie roadmap qui arrive et qui vraiment favorise tout ça. Oui, parce que là, on est obligé de passer par des licences pour faire ça, et c'est assez compliqué si on veut juste lire des applications sur Teams. C'est vraiment, c'est trop cher. C'est très très dur à vendre ça, justement, sur le fait que ce soit trop cher juste pour lire une application. Tout à fait. Et vous avez une date ou pas